La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions sur la politique de l'emploi. Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Gérard Cherpion, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger très concrètement sur les résultats de votre politique d'emploi, ou plus exactement sur l'absence de résultats de cette politique. Alors que François Hollande a répété chaque année la promesse d'inversion de la courbe du chômage, nous n'en prenons toujours pas la direction. Lors de la publication des derniers chiffres, Pôle emploi a annoncé une augmentation de 0,4% du chômage catégorie A et de 0,6% pour les catégories A, B et C. La France connaît ainsi 5 779 600 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C. Je tiens par ailleurs à revenir sur vos propos de cet après-midi devant la représentation nationale concernant la catégorie C. Contrairement à ce que vous avez dit, ce ne sont pas des personnes à temps plein qui cherchent un autre travail, mais bien des personnes à temps partiel long, c'est-à-dire plus de 78 heures de travail par mois, ce qui, vous en conviendrez, est loin des 151 heures mensuelles. Ce que vous avez décrit cet après-midi correspond à la catégorie E de Pôle emploi. Pour convaincre de la future inversion de la courbe, vous citez souvent le chiffre de 40 000 emplois nets créés, et donc la France ne détruit plus d'emplois. Vous avez raison, la France a créé 57 000 emplois privés entre mi-2013 et fin 2015. Pendant ce temps, l'Italie en a créé 288 000, l'Allemagne 482 000, l'Espagne 651 000. Vous conviendrez donc que l'humilité serait de bon aloi. Dans le même temps, la France garde son rôle de championne du monde de la dépense publique, puisque sur la même période, elle a créé plus de 230 000 emplois publics, sans compter l'inflation des emplois aidés. À quand les vraies réformes pour, à l'image de nos voisins européens, vaincre le chômage ? Avez-vous l'intention de modifier les règles du temps de travail, les seuils sociaux des entreprises, les accords par référendum de l'entreprise, le rescrit social ou encore les accords offensifs de maintien dans l'emploi, que je défends d'ailleurs depuis longtemps sur ces bancs? Vous me permettrez également de m'étonner de trouver sur le site du Parisien un texte qui serait, je dis bien, qui serait le projet de loi que vous avez déposé. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Cherpion. Pour revenir précisément sur ce que j'ai dit cet après-midi, et je le réaffirme ici, en effet, parmi la catégorie C, donc c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui travaillent plus de 78 heures par mois, il y en a 38% précisément qui sont à temps plein. Ils sont à temps plein pendant un mois, ils ne peuvent ne pas l'être le mois suivant. C'est la réalité, mais ils sont bien à temps plein et ils cherchent un autre emploi. Voilà précisément, puisque vous aimez la précision, ce que je peux vous apporter. Et pour être encore plus précise, durant l'année 2015, c'est 47 000 créations nettes d'emplois que nous avons eues dans notre pays. En effet, après plusieurs années de destruction d'emplois. Vous le savez, le président de la République a annoncé le 18 janvier un plan pour l'emploi qui visait à la fois d'accélérer la création d'emplois avec l'aide embauche PME. D'ailleurs, je vous informe ici que près de 16 000 entreprises ont fait la demande en un peu plus de 2 semaines de cette aide. Et le deuxième objectif, c'est parce que nous le savons, nous avons un chômage de peu ou pas qualifié. Ces personnes ont des compétences, mais il convient, nous le savons, qu'avec des perspectives de croissance à 1,5%, ces personnes peuvent rester sur le bord du chemin. Et un marché du travail où les plus qualifiés prennent de l'emploi des moins qualifiés, justement parce qu'il y a des difficultés économiques, fait que ces personnes peuvent rester durablement sur le bord du chemin. C'est l'objectif du plan 500 000 formations de demandeurs d'emploi supplémentaires qui vise justement à partir des besoins des entreprises de développer les contrats de professionnalisation, de développer la préparation opérationnelle à l'emploi dans un objectif justement d'aller plus facilement et plus rapidement vers l'emploi. Au-delà de ça, il y a des réformes structurelles sur laquelle je travaille. Vous avez lu un projet de loi qui n'est pas la réalité du projet de loi que je suis en train de préparer. Ce projet de loi, je n'ai pas comme objectif ni de faire travailler les Français plus de 60 heures, ni de ne pas payer les astreintes. Mais ce projet de loi change de philosophie. Il n'y a pas de recul des droits des salariés, mais elle change de philosophie, en effet, en laissant plus de place à la négociation collective. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Madame la ministre, l'emploi est la première priorité des Français et notre pays demeure le seul pays où le chômage, avec un record historique, continue à augmenter. Je constate chaque jour plus de pauvreté, de désarroi et je m'inquiète pour l'avenir des jeunes. Votre discours politique ne suffit pas, même s'il vient d'être créé un secrétariat d'État à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à qui vous demandez de doper le compte personnel de formation, qui ne connaît pas un grand succès,
et de former dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi plus d'1 million de personnes en 12 mois pour faire baisser les statistiques sur le chômage à l'heure qu'il n'y a pas ou peu de nouveaux emplois. Où est l'apprentissage, Madame la Ministre, dans cette feuille de route? Si l'objectif est d'atteindre 500 000 apprentis, vous en êtes loin. Quelles mesures sont mises en place pour revaloriser l'apprentissage, accompagner les jeunes et les parents, soutenir les entreprises, limiter les ruptures de contrats trop nombreuses et sécuriser les parcours des apprentis? Vous connaissez notre soutien à l'apprentissage et vous refusez toutes nos propositions. Il y a quelques jours, alors que j'interpellais le gouvernement ici même, vous avez répondu « Continuez à tenir de tels propos et les jeunes se retrouvent sur le carreau ». Je vous cite. Êtes-vous alors crédible, alors que c'est bien à cause de votre politique que l'apprentissage a régressé et ne redécolle pas, puisque vous préférez développer les emplois d'avenir temporaires et subventionnés plutôt que de privilégier la voie qui mène à une vraie formation et un vrai métier et à la réussite? Ma question est simple, Madame la Ministre. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour l'apprentissage, notamment dans votre projet de loi que nous évoquions il y a quelques instants? Quelles réponses apportez-vous aux présidents de région qui en font une priorité d'action sur leur territoire? Et enfin, quand allez-vous plus généralement mener une thérapie de choc pour combattre le chômage, libérer la capacité d'entreprendre, diminuer les impôts et les charges, réformer le code du travail et assouplir les 35 heures? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député Bernard Perru. Je crois à l'apprentissage. Vous avez entendu mon propos lors de la PPL de Christian Estrosi. Je crois à l'apprentissage comme voie d'excellence, en effet. Vous auriez été au moment où j'ai accueilli Clotilde Walter au sein de mon ministère. Vous auriez entendu à quel point j'ai parlé aussi de la question de l'apprentissage. Ce n'est pas moi qui rédige les articles. Lorsque j'ai eu ces propos en votre direction la dernière fois, c'est parce que je crois, en effet, qu'il faut que nous arrêtions collectivement de dire qu'un jeune apprenti ne peut pas être accueilli chez un boucher parce qu'il ne peut pas tenir un couteau de boucher. C'est faux. De dire également que les jeunes ne peuvent pas travailler chez un boulanger parce que, en effet, il ne peut pas commencer le cycle du pain. C'est faux, il peut le faire avec autorisation de l'inspection du travail et même je réfléchis à le faire sous mode de déclaration dans certains métiers. Il en va de même des apprentis pêcheurs. Le décret dit décret escabeau pour les travaux de haute hauteur, nous l'avons réglé. Toutes ces choses-là, minutieusement bien évidemment, à partir des remontées du terrain. Et dans ma loi, par exemple, il y a une possibilité par décret en Conseil d'État sur certains secteurs spécifiques, notamment je pense au bâtiment. Vous le savez, quand un jeune est apprenti dans le bâtiment, le vendredi à midi, parce qu'il doit respecter un cycle normal de 35 heures, qui est utile et qui est nécessaire, il reste en milieu de journée, le vendredi, sur place, sachant qu'on ne peut pas le faire travailler l'après-midi. Et donc, c'est permettre ces souplesses-là qui m'apparaissent importantes, tout en maintenant la protection des salariés. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur l'apprentissage? Déjà, ça a augmenté. En termes de campagne, ça a augmenté de 3,5%. Nous en avons, sur les 7 premiers mois d'entrée, nous allons ouvrir les titres professionnels, certains titres professionnels du ministère à l'apprentissage. 14 branches professionnelles sont particulièrement intéressées. Ça permettra des entrées permanentes tout au long de l'année. Ça permettra aussi pour certains jeunes d'accéder par le geste professionnel. On pourra préparer un CAP de maçon en 2 ans, mais on pourra préparer un titre du ministère du Travail en 900 heures, en lien notamment avec certaines branches professionnelles. Il y a d'autres mesures, le statut de l'apprenti, la valorisation des maîtres d'apprentissage. Voilà ce qui me paraît cohérent justement pour améliorer l'apprentissage dans notre pays. Merci, Madame la ministre. Madame Isabelle Le Callennec, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, dès son élection en mai 2012, le Président de la République s'est empressé de supprimer la TVA sociale mise en place par son prédécesseur. Puis, tournant le dos à ses promesses de campagne, car confronté aux tristes réalités d'une économie mondialisée, il a commandé un rapport à Louis Gallois. Ce dernier préconisait une baisse des charges sociales. François Hollande a préféré le complexe crédit impôt compétitivité emploi. Ce CICE visait à reconstituer la marge brute des entreprises françaises pour leur permettre d'innover comme de soutenir la recherche et le développement. C'était la condition pour créer de l'activité, de la croissance et donc de l'emploi. Puis est venu le pacte de responsabilité, 41 milliards, qui inclut les 11 milliards du CICE, censé rendre aux entreprises d'une main ce qui leur avait été pris de l'autre au début du quinquennat en termes de prélèvements obligatoires. Souvenez-vous des réactions de ceux qui furent appelés les frondeurs. Ils exigeaient alors la mise en place d'un observatoire des contreparties. Manifestement, à la faveur du remaniement et à l'approche de 2017, ces frondeurs sont revenus à la charge. Puisqu'aujourd'hui, le Premier ministre fait le reproche aux entreprises de ne pas avoir assez embauché. Pour rappel, le pacte de responsabilité n'est à ce jour mis en œuvre qu'à 50%. Pour rappel aussi,
Les pays qui génèrent de l'investissement puis de l'emploi sont ceux qui ont su trouver le juste équilibre entre la fiscalité qui pèse sur le capital et celle qui pèse sur le travail. Ce sont aussi des pays qui ont réduit leurs dépenses publiques au profit du soutien à la compétitivité de leurs entreprises. Ce n'est manifestement pas le cas que vous avez choisi. Alors, Madame la Ministre, vous avez un jour déclaré que la création nette d'emplois n'est envisageable que lorsque la croissance atteint 1,5%. Vous semblez acquise à l'idée de la nécessité de réformer le marché du travail pour lutter contre le chômage. Vous savez sans doute que les entreprises françaises n'en peuvent plus des charges, des taxes et autres comptes pénibilité qui pèsent sur leur activité. Ne croyez-vous pas que cette annonce du Premier ministre est un mauvais signal adressé aux entreprises françaises, singulièrement de l'industrie, qui ne jouent pas à armes égales avec leurs concurrents européens et mondiaux? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Le Callennec. Le pacte de responsabilité, le CICE, a pour objectif de rétablir la compétitivité des entreprises au service en effet de l'investissement et de l'emploi. Ce rétablissement repose sur un pacte gagnant-gagnant. Gagnant pour les entreprises, une baisse de prélèvements, vous l'avez dit, une simplification de l'environnement réglementaire permettant de redresser les marges et de dégager des capacités d'investissement. Mais pour les salariés et les demandeurs d'emploi, un engagement sur des objectifs en termes d'apprentissage, en termes également de formation, en termes aussi de qualité de l'emploi, de création d'emplois ou de maintien de l'emploi dans certains secteurs. Cette politique, nous l'avons mise en œuvre parce que nous avons trouvé une situation particulièrement dégradée, où les marges dans les entreprises ne cessaient de diminuer d'année en année, avec vraiment des entreprises en perte de compétitivité et qui n'investissaient plus. Et ça fonctionne. L'investissement a augmenté en 2015, l'emploi a commencé à se redresser et les taux des marges des entreprises a rebondi. Les branches professionnelles, et le Premier ministre a été très clair justement lundi, les branches professionnelles doivent donc négocier, c'était ce qu'avait demandé le Président de la République, en vue d'aboutir à un accord précisant des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes d'emploi. Nous avons été clairs lors de la mise en place du pacte de solidarité et de responsabilité. L'engagement des branches sur des objectifs et des ambitions en termes d'emploi, de qualité de l'emploi, de dialogue social est indissociable de l'effort financier de l'État, effort particulièrement important. Et donc l'ensemble des parties prenantes doivent s'engager à des évaluations précises. Or, nous constatons que le bilan n'est pas satisfaisant du côté des entreprises. Les engagements ne sont pas respectés partout. Seules 16 branches ont fait un accord sur les 50 plus grandes branches. D'autres vont arriver bientôt, mais il y a 3 branches, par exemple, qui n'ont absolument pas commencé les négociations. Il est donc normal de faire évoluer le dispositif. Les aides pourront être conditionnées, réorientées vers d'autres entreprises et nous procéderons à une nouvelle évaluation des engagements d'ici l'été dans ce cadre-là. Donc nous continuons à réformer avec conviction, mais je crois que le pacte de responsabilité, c'est des engagements réciproques. Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur Arnaud Richard, vous avez la merci parole. Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, il n'y a pas si longtemps, l'emploi industriel a été porté dans notre pays par de grandes entreprises. Je vais en citer quelques-unes, Areva, Alstom, Alcatel ou de plus anciennes, Péchinet, ST Microelectronics. Désormais, l'industrie française est à de rares exceptions en déclin. PSA, Renault, ArcelorMittal, Vallourec, récemment Michelin, et j'ai peu entendu le gouvernement. On ne compte plus les plans sociaux cachés, Madame la Ministre. Et le silence du gouvernement est à cet égard édifiant. Édifiant. Sur les 10 dernières années, je vous l'accorde, le secteur industriel a perdu plus de 700 000 emplois, faisant chuter largement l'emploi industriel dans notre pays. Et face à ces drames humains, les réponses du gouvernement soit sont le silence, comme je l'ai dit à l'instant, soit laconiques ou au mieux navrantes. On accuse pêle-mêle la transformation économique, l'essor du secteur tertiaire, les mutations, le dumping de la Chine. On nous propose une loi Florange qui, des dires de ses auteurs, n'avait qu'une vocation symbolique. Alors, Madame la Ministre, les difficultés du secteur de l'emploi industriel, elles sont connues dans notre pays. Nous fabriquons trop cher des produits de moyen et bas de gamme. Notre industrie est devenue inadaptée. Nos coûts salariaux sont élevés, contrairement à nos voisins européens. Et cela appelle, Madame la Ministre, à une inflexion politique. Votre majorité a été élue quasiment en voulant réintégrer
l'interdiction de licencier hormis administrative. Vous l'avez oublié, mais moi je me souviens des échanges que j'ai eus pendant la période électorale dernière, en 2012, où on imaginait que vous mettriez le licenciement administratif. Aujourd'hui, vous semblez vouloir une inflexion. Êtes-vous prêt à mener une vraie politique de l'emploi industriel autour du contrat de travail pour que les entreprises de notre pays, les entreprises industrielles, soient prêtes désormais à réemployer des salariés? Parce que, faute de cette volonté, nous allons finir dans une économie sans emploi industriel. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci beaucoup. Monsieur le député Arnaud Richard, la baisse de l'emploi industriel, c'est triste, en effet, parfois désespérant. Cette baisse de l'emploi industriel, ça date depuis 2001. Nous avons mis en place le pacte de responsabilité et le CICE. Ce pacte de responsabilité et ce CICE a permis à avoir un coût du travail, notamment dans l'industrie, inférieur de 15%, inférieur de 15% au coût du travail en Allemagne. Il y a beaucoup plus. Permettez-moi ici de rappeler, grâce au pacte, justement, cela a permis à ces entreprises de retrouver de la compétitivité. Vous parlez d'un silence assourdissant. Je peux vous dire que toutes les entreprises que vous avez citées, nous sommes en contact avec elles. Nous faisons des points réguliers avec les préfets, les directs, les commissaires au redressement productif que nous avons utilisés. Nous avons mis en place, à travers la loi sécurisation pour l'emploi, nous avons mis en place de nombreux dispositifs. Aujourd'hui, les PSE, vous savez, 1 sur 4 finissait devant les tribunaux. Aujourd'hui, c'est 1 sur 12. 60% finissent par des accords. Il y a un autre sujet autour de l'industrie. Il y a aussi cette question que nous avons des CFA industriels qui sont aujourd'hui vides, alors qu'il y a de l'emploi derrière. Nous avons aussi cette question des parcours et des transitions, parce que nous avons en effet un problème d'attractivité et qui est lié à l'histoire de ces territoires où il y a eu des plans sociaux massifs, où il y a eu des licenciements, qui fait que les familles n'ont pas envie d'orienter les jeunes vers ces formations-là. C'est également un sujet sur lequel nous travaillons. La semaine de l'industrie, qui arrivera dans quelques semaines, nous permettra justement d'améliorer l'attractivité de certains de ces métiers, parce qu'en effet, il y a des licenciements, mais il y a aussi des emplois sur lesquels nous n'arrivons pas à recruter. Je pense aux tuyauteurs, aux usineurs, aux soudeurs, où nous avons aussi de vraies difficultés. Ce que je veux vous dire parmi là, nous avons mis en place, pour redresser l'industrie, ce pacte de responsabilité, ce CICE. Il y a bien sûr des situations particulièrement dramatiques à de nombreux endroits sur le territoire, mais ce que nous faisons avec Emmanuel Macron, c'est bien pour relever le secteur industriel. Merci, madame la ministre. Monsieur Philippe Vigier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est vrai que Madame la Ministre, vous occupez une responsabilité difficile qui exige courage et qui ne doit pas se résumer uniquement à un commentaire des chiffres du chômage. Et vos prédécesseurs s'y sont employés pas toujours habilement. La France, c'est 6 500 000 chômeurs, toutes catégories confondues. C'est un fléau. Et je suis de ceux qui disent aussi qu'il s'est passé quelque chose avant que vous n'arriviez au pouvoir. Mais les choses se sont aggravées. Il y a eu cette fameuse phrase terrible d'inversion de la courbe qui est dans tous les esprits. Parce qu'on a pris des demi-mesures et Arnaud Richard, fort justement, a insisté sur l'emploi industriel et on sait très bien comment la situation s'est dégradée dans ce pays. Alors vous allez me dire, on a créé le CICE, le pacte de responsabilité. Ben oui. Dans les débats de 2012, la TVA compétitivité que vous avez abandonnée, qui n'était certes pas appliquée, mais même le président de la République a eu des remords. On a fait une bêtise. Mais allez-y, remettez-la en place, puisque vous expliquez vous-même que les accords de branche ne sont pas là et que vous menacez les entreprises de ne plus faire en sorte que ces accords soient respectés, puisque eux-mêmes n'ont pas respecté justement les engagements qu'ils devaient prendre. Revenez d'urgence à cette TVA compétitivité. Alors je vais vous le dire, ce n'est pas uniquement la boîte à outils dont on ne parle plus, le contrat de génération, lisez le rapport de la Cour des comptes qui est incendiaire. Ces contrats aidés que nous avons utilisés, que vous utilisez plus largement, mais qui ne suffisent pas, et vous le savez très bien. Ce plan de formation, toujours plus ample, toujours nouveau, mais dont on sait très bien et on connaît évidemment de nombreux échecs. Alors, vous arrivez, Madame la Ministre, à un moment fort, c'est celui où vous voulez essayer de faire bouger les choses. Eh bien, il faut y aller. Il faut oser. Il faut oser parce que ce code du travail, il n'est pas intangible. Parce que ce contrat de travail, il n'est pas intangible. Alors, oui ou non, Madame la Ministre, est-ce que sur ces conditions de licenciement économique, vous allez évoluer ? Non pas pour mettre plus de gens à la porte, mais bon, moins précariser les salariés. Il n'y a jamais eu autant de CDD dans ce pays qui ont été créés que ces derniers mois. Et dites-moi, est-ce que oui ou non, sur l'allègement massif du coût du travail, puisque vous constatez que le pacte de responsabilité et que les CICE ne sont pas assez performants, vous allez créer cette fameuse TVA compétitivité. Alors, Madame la Ministre, nous sommes à un tournant.
Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre petit doigt. Vous avez la bonne volonté. Allez-y. Je suis persuadé qu'ici, on vous aidera. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le député Philippe Vigier, en effet, pour faire baisser durablement le chômage, il faut deux préalables. La croissance, on était à 1,1, les perspectives sont à 1,5, et il faut que l'économie crée de l'emploi. Et en 2015, nous avons eu des créations d'emplois. Pas suffisamment, j'en conviens tout à fait, parce qu'il nous faudrait, pour répondre à notre croissance démographique, entre 100 000 à 150 000 créations d'emplois pour faire reculer le chômage. S'agissant des jeunes, permettez-moi de le dire, s'agissant des jeunes, le chômage a diminué et c'est la première fois depuis 2010. Et nous pourrions nous en féliciter. La garantie jeune, écoutez, il a diminué et c'est essentiel. La ligne directrice de ce gouvernement, et depuis le début, c'est laisser plus de place à la négociation. Cette négociation, moi j'ai un objectif, c'est faire du dialogue une méthode. Faire de la négociation un mode d'action et faire du compromis un nouvel équilibre social. En effet, il me semble important que nous arrivions non pas à détricoter le droit du travail. C'est absolument pas l'objectif de la loi que je porte. Vous savez, la première raison pour qu'un chef d'entreprise ne recrute pas, c'est d'abord parce qu'il a un carnet de commandes qui est vide. La deuxième raison, c'est qu'il peut parfois avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de complexité. Mais avant tout, c'est parce qu'il a un carnet de commandes qui est vide. Et je souhaite justement pouvoir laisser plus de place à la négociation collective. Ça ne veut pas dire que nous allons détricoter, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un recul des droits des travailleurs. Nous y sommes attachés et Robert Badinter a posé des grands principes qui permettront la réécriture totale du Code du travail. Ce que nous souhaitons faire, c'est laisser plus de place à la négociation et au niveau de l'entreprise, mais avec les organisations syndicales qui sont les représentants légitimes des salariés. C'est pour cela que nous avons fait l'exercice sur le temps de travail et nous aurons l'occasion d'ici après le 9 mars, début avril, de discuter de ma loi qui permettra justement de trouver des souplesses, des adaptations au plus près du terrain. Merci, Madame la Ministre. Nous passons au groupe écologiste. Madame Michèle Bonneton, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Le monde associatif est actuellement sous pression. Il est entré dans une période incertaine de profonde mutation. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'utilité sociale des associations. Elles constituent bien l'un des piliers indispensables de notre vie démocratique et républicaine. Je le constate dans ma circonscription, le dynamisme associatif est bien là, mais les difficultés sont réelles et les responsables sont inquiets, parfois lassés. Parmi les difficultés qui reviennent le plus souvent, obtention des financements et leur pérennité, difficultés à renouveler cadres et bénévoles, problèmes logistiques, matériels, administratifs, réglementation ardue, responsabilité d'employeurs complexes. C'est sur ce dernier point que je souhaite vous interroger. Je rappelle que les associations représentent 10% des salariés du privé, soit autant que la construction ou les transports. Ce n'est pas anodin, surtout en période de chômage fort. Cet emploi associatif est souvent précaire, faiblement rémunéré, basé sur des contrats aidés, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de qualification et peut constituer un frein à la pérennisation des activités développées. Quelles solutions propose le gouvernement pour soutenir et accompagner spécifiquement les associations, notamment les petites et moyennes de 1 à 5 salariés qui ne disposent pas toujours du savoir-faire nécessaire et risquent la démotivation et la démobilisation devant le caractère complexe et rigoureux des obligations d'employeurs. Quelle formation l'État peut-il proposer et dans quelles conditions ? Je prends un exemple concret. Les DSN, déclarations sociales nominatives, prévues pour simplifier, se révèlent être actuellement un véritable casse-tête pour les petites associations employeurs, ainsi d'ailleurs que pour nos TPE-PME et nos commerçants artisans. Ces petites associations sont contraintes soit à sous-traiter ce travail, soit à investir dans de nouveaux logiciels compatibles et à former des responsables, ce qui a un coût difficile à assumer. Merci, beaucoup de dirigeants associatifs estiment ainsi passer beaucoup trop de temps et d'énergie en administratif et en gestion. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. Madame la députée Michèle Bonneton, vous avez raison, les 1,3 million d'associations sont une richesse pour notre pays.
Et je peux vous dire que quand j'étais secrétaire d'État à la politique de la ville, j'ai vu à quel point, notamment dans les quartiers populaires, elle permettait de faire vivre toute la vie locale d'un quartier et aborder et améliorer et faire du lien social qui est plus que nécessaire dans notre pays. Mais en effet, les plus petites d'entre elles peuvent éprouver des difficultés pour assurer leur fonction d'employeur. Vous citez à juste titre l'exemple de la DSN. D'ores et déjà, un site d'information et un support téléphonique sont accessibles pour guider ces petites structures. Mais plus globalement, quelles sont nos actions concrètes pour les aider sur les questions de gestion de leurs ressources humaines ? Je voudrais en premier lieu rappeler que la loi relative à l'économie sociale et solidaire de juillet 2014 a donné une reconnaissance légale au dispositif local d'accompagnement, le DLA. Ce dispositif propose gratuitement aux petites associations du conseil en management et gestion de l'emploi. J'ai tenu, dans le budget de 2016, à ce que mon budget soit sanctuarisé sur ce dispositif et donc c'est environ 10 millions d'euros qui est consacré. De plus, dans le cadre d'accords avec des fédérations patronales et de salariés, l'État prend en charge le financement d'actions en faveur de la professionnalisation des employeurs. Par exemple, concrètement, en 2015, l'État s'est engagé pour financer des actions de soutien dans la gestion des ressources humaines dans le secteur de l'autonomie à hauteur de 1,8 million d'euros sur 3 ans et dans le secteur de la petite enfance à hauteur de 800 000 euros. Les petites associations font partie bien sûr des cibles prioritaires de ces conventions. Enfin, nous encourageons bien sûr les petites structures à se regrouper, à mutualiser certaines de leurs fonctions et une partie de leur personnel de façon à sécuriser les salariés. C'est l'objet des groupements d'employeurs qui allègent le temps de gestion administrative des emplois, notamment la DSN, et qui sera favorisé dans le cadre de la loi que je vous présenterai d'ici quelques semaines. Autant de réponses qui permettent aux associations d'être mieux outillées justement pour créer leur premier emploi ou se développer. Et permettez-moi de préciser, l'aide embauche PME que nous avons mis en place le 18 janvier dernier s'applique également aux associations. Merci Madame la Ministre. Monsieur Christophe Cavard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aurai l'occasion de revenir bien sûr sur le plan emploi lors du débat sur le projet de loi que vous allez nous soumettre prochainement. Mais ici, je voudrais profiter de cette séance de questions pour revenir sur une partie de l'intervention que j'ai effectuée il y a peu lors de l'examen de la proposition de loi sur la régionalisation de l'apprentissage, la question de l'allongement de l'âge des apprentis. Depuis, cette proposition semble faire son chemin puisque j'ai entendu hier la présidente de la région Île-de-France la reprendre à son compte. L'apprentissage est aujourd'hui accroché au socle de l'enseignement initial, ce culte français qui veut que tout doit être appris avant 25 ans et qu'ensuite, l'expérience fera le principal et la formation professionnelle l'accessoire. Aujourd'hui, l'éducation nationale peut permettre à l'adulte de se perfectionner, de valider son expérience, mais pas de se reconvertir. Ce n'est pas cela, la formation tout au long de la vie à laquelle les écologistes sont attachés, comme une grande partie de la gauche. Il n'y a pas d'âge pour se découvrir une vocation de boulanger, d'ébéniste ou de fleuriste, je l'ai déjà dit ici. Une reconversion, c'est une formation et une initiation. Et c'est cela la définition première de l'apprentissage. Cette alternance entre l'accompagnement par un tuteur, un professionnel et la formation théorique est pratique. Lorsqu'on sait l'efficacité de l'apprentissage chez les adolescents, il est facile de voir combien elle pourrait être pertinente et performante pour les adultes motivés. Cette extension de l'apprentissage pourrait en plus sérieusement contribuer à l'objectif de former les 500 000 chômeurs. Cette ouverture de l'apprentissage au-delà de 25 ans devrait s'accompagner, comme l'a proposé le Premier ministre, de garanties du côté des employeurs en contrepartie des aides dont ils bénéficient dans le cadre du pacte de responsabilité. Le débat est déjà ouvert et repris par tous les bords de l'échiquier parlementaire. Madame la ministre, votre ministère souhaite-t-il s'investir dans cette voie et à quelle échéance? Merci. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Christophe Cavard, j'entends que cette proposition retient l'attention de tout cet hémicycle et je le comprends tout à fait. Il est vrai que cette proposition peut trancher avec celle que nous avons eue il y a 2 semaines ici dans cet hémicycle qui visait à rabaisser l'âge à 14 ans. Fixer un âge limite, la difficulté c'est que ça crée toujours des effets de seuil. Et concernant cette disposition, pour moi, il faut être vigilant. Je suis ouverte à ce que nous puissions l'analyser et peut-être que mon projet de loi pourra vous donner l'occasion justement d'y contribuer. Mais il faut être
attentifs à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre différents dispositifs. Je pense notamment entre l'articulation entre la formation initiale et la formation continue, entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Vous parlez du plan 500 000 demandeurs d'emploi, formation de demandeurs d'emploi supplémentaires. Justement, nous avons prévu sur ces 500 000 qu'il y ait 50 000 contrats de professionnalisation de plus en direction des demandeurs d'emploi, et j'y travaille avec les OPCA et les branches. Nous avons pris d'autres dispositions. Je pense d'ici juin, j'ouvrirai des titres du ministère du Travail à l'apprentissage. Ça peut être une voie qui peut nous permettre justement, à travers cela, de faire attention à cette articulation entre formation initiale et formation continue. La généralisation de ces titres permet, on voit bien que vous parlez de reconversion, on peut reconvertir à travers le contrat de professionnalisation et pas forcément qu'à travers l'apprentissage. Donc ça, il faut vraiment que nous fassions particulièrement attention, parce que je rencontre aussi beaucoup de jeunes de plus de 30 ans parfois, qui m'indiquent qu'ils ont eu des difficultés à trouver un employeur parce que tout le monde préfère prendre de l'apprentissage que des contrats pro. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit être particulièrement vigilant. L'apprentissage, nous l'avons testé pour les personnes en situation de handicap. Permettez juste, Madame la Présidente, qui est ouvert aux adultes, et nous voyons bien que c'est très peu utilisé. Donc, il faut que nous soyons... Moi, je suis ouverte. Regardons, essayons de poser les choses, mais surtout, articulons bien les choses entre formation initiale et formation continue, et ne faisons pas trop d'effets de seuil entre les différents dispositifs. Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame Jacqueline Fraisse, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Le service civique créé en 2010 permet à tout jeune âgé de moins de 25 ans de s'engager pour une période de 6 à 12 mois dans une association ou un établissement public, 24 heures par semaine au minimum, et pour une rémunération mensuelle de 573 €. Ces missions de service public sont censées s'adresser prioritairement aux jeunes les plus éloignés de l'école, de la formation et de l'emploi, afin qu'ils aient, je cite, « une expérience formatrice et valorisante dans la collectivité ». Elle ne saurait donc se substituer à un stage et encore moins à un emploi. C'est un point sur lequel nous devons rester extrêmement vigilants. Devant le nombre croissant de décrocheurs, le président de la République a affirmé sa volonté d'atteindre 350 000 jeunes d'ici à 2018. Et à cette fin, le budget consacré à ce dispositif sera augmenté de 300 millions d'euros actuellement à 1 milliard dans 3 ans. Et le champ d'application du service civique sera étendu aux entreprises publiques et privées à but non lucratif. 2 dispositions qui nous paraissent intéressantes, à condition toutefois qu'elles servent véritablement les objectifs annoncés. En effet, une étude récente de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation a souligné, contrairement au projet de départ, que le service civique bénéficie surtout aux jeunes diplômés. Ainsi, en 2012, 42% étaient détenteurs d'un niveau bac à bac+2 et 17% d'un diplôme allant de la licence au doctorat. De plus, à peine 10% d'entre eux disent s'être engagés dans cette démarche avec une volonté d'implication citoyenne, tant le chômage de masse pèse et conduit les jeunes diplômés à recourir à ce dispositif faute de trouver un emploi. Cette situation non seulement accroît la précarité des jeunes diplômés, mais surtout détourne le service civique de ses véritables objectifs d'insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus vulnérables. D'où ma question. Quels moyens, Madame la Ministre, comptez-vous mettre en œuvre pour lutter contre cette dérive? Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Jacqueline Fraisse, l'objectif fixé par le Président de la République sur le service civique est ambitieux, vous l'avez rappelé. Il devait être 110 000 volontaires à la fin de l'année 2016. Ce n'est pas moi qui suis le service civique parce que justement ce n'est pas un emploi, c'est mon collègue Patrick Kanner et qui travaille justement à cette montée en charge pour mobiliser l'ensemble des partenaires. Concernant mon ministère, je veux le dire très simplement, le service civique n'est pas et ne sera jamais un emploi. Ce n'est pas son objectif.
La loi encadre strictement le service civique. Il s'agit d'effectuer des missions d'intérêt général dans des domaines reconnus prioritaires pour la nation auprès d'une personne morale agréée, et l'agrément accordé aux organismes accueillant des jeunes volontaires permet de vérifier qu'il n'y a pas de substitution à l'emploi. En revanche, il peut être un tremplin vers l'emploi. 61% des anciens volontaires estiment que le service civique les a aidés à trouver un emploi, car ça leur a permis de développer leurs compétences professionnelles pendant la mission. Cela a permis aussi d'acquérir une première expérience professionnelle. Et puis, ça leur a permis aussi d'avoir plus confiance en eux. Et ça, c'est aussi déterminant. Notre objectif est clair. 50% des services civiques dans les associations qui sont des partenaires historiques. Et il faut aider les associations justement à leur permettre de les former, de les encadrer, de les orienter également. 50% également dans le secteur public et les entreprises publiques. En revanche, le service civique restera fermé aux entreprises privées qui n'accomplissent pas des missions de service public. Et pour les collectivités, ce seront aussi bien sûr des objectifs concertés. Actuellement, seuls 6% des volontaires font leur service civique au sein d'une collectivité. Et je crois que ça, nous pourrions véritablement améliorer les choses. Donc, conforter, aider, soutenir les jeunes dans leur engagement est un enjeu qui nous concerne tous, et le ministère du Travail y apporte son soutien. Par ailleurs, je vous le dis, dans le cadre de ma loi, je réfléchis que dans le cadre du CPA, du compte personnel d'activité qui sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2017, nous puissions abonder des heures pour les jeunes, notamment pour les féliciter de cet engagement et qu'ils puissent avoir un petit plus dans le CPA. Merci Madame la Ministre. Madame Jacqueline Fraisse, pour une seconde question, vous avez la parole. Oui, je suis préoccupée par la refonte, enfin nous sommes, on pourrait dire, préoccupés par la refonte du droit du travail. Bien sûr, d'abord à propos de son contenu, mais également, et les deux aspects sont liés, concernant les modalités de la réécriture annoncée dans les 2 prochaines années. Je note en effet que la commission Combrexel ne comportait pas de syndicalistes, ou plus exactement un seul, un Allemand, qui était conseiller spécial de la Confédération allemande des syndicats. Est-ce parce que les syndicalistes français n'auraient rien eu à dire? Je ne m'étends pas. Quant à la commission Badinter, elle n'en comptait aucun. J'ai évidemment beaucoup de respect pour les juristes et les experts du droit du travail dont les compétences sont indispensables à l'exercice qui nous occupe, mais je trouve préoccupant, pour ne pas dire choquant, que les salariés n'aient aucune représentation dans ces commissions censées écrire le droit du travail dont ils font quotidiennement l'expérience de l'efficacité, des limites et des manques éventuels. Je sais qu'en décembre, vous avez invité les syndicats, plus exactement votre prédécesseur, a invité les syndicats à adresser des contributions, ce qui me paraît une bonne idée et surtout qui vous permet de réfuter la critique de mise à l'écart des représentants des salariés, même si cela ne saurait remplacer leur participation directe au débat sur des sujets aussi importants que le compte personnel d'activité, la négociation collective ou le temps de travail. Concernant la réécriture du Code du travail au cours des 2 prochaines années, vous annoncez une mission élargie de personnalités qualifiées composées de juristes, d'universitaires et de praticiens du droit social, tels que par exemple les DRH, mais vous ne dites rien sur la façon dont vous allez associer les représentants des salariés à cet important travail qui les concerne directement. Et donc, c'est ma question. Comment allez-vous Madame la associer députée. les salariés? Madame la Ministre. Merci. Madame la députée Jacqueline Fraisse. En effet, la mission Combrexel, même s'il n'y avait pas que des experts juristes dans cette mission, ils ont auditionné à l'époque l'ensemble des partenaires sociaux. Puis, lorsque nous a remis le rapport de Jean-Denis Combrexel, nous avons proposé bien sûr aux partenaires sociaux s'ils voulaient ouvrir une négociation dans le cadre de l'article L1 sur cette réforme du droit du travail. Ils ne l'ont pas souhaité et donc il y a eu 2 phases de concertation. Une première que j'ai tenue jusqu'en novembre et puis après nous avons mis en place la mission Badinter. Dans la mission Badinter, il n'y avait que des experts juristes. C'était des juristes, c'était l'idée de sortir du droit actuel les grands principes qui allaient devenir notre socle, un peu notre déclaration universelle
universelle des droits des travailleurs et qui va justement guider la réécriture totale du Code du travail qui prendra 2 ans. Lorsque nous parlons de praticiens du droit social, il est évident qu'il s'agit de représentants syndicaux, de salariés, de chefs d'entreprise. Voilà quelle est la réalité de cette commission qui réécrira intégralement le Code du travail. Ce n'est absolument pas la même mission que la mission portée par Robert Badinter, mais il est essentiel à un moment, puisque le sens et la philosophie de cette loi, c'est justement de laisser plus de place à la négociation collective. Plus de place en ayant confiance dans les acteurs du dialogue social, c'est-à-dire que la loi, vous le verrez bientôt, elle renforce les moyens des organisations syndicales, elle renforce la formation des négociateurs également, mais elle renforce aussi l'objet des négociations et elle donne plus de légitimité aux accords puisqu'on passera d'accords à 30 aujourd'hui à des accords à 50 ou à 30% avec la possibilité de demander une consultation des salariés. Donc le dialogue social, qui est la marque de fabrique de ce quinquennat depuis le début, avec l'ensemble des négociations, qui a permis des droits nouveaux pour les salariés. Je pense à la couverture santé qui est effective depuis le 1er janvier. Bien sûr que le ministère du Travail veillera à ce que des représentants des salariés et des syndicalistes puissent être présents dans cette commission. Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe socialiste, républicain et citoyen. Monsieur Jean-Patrick Gille, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger, ça ne vous surprendra pas, sur l'action de l'État en matière de formation. Il y a 2 ans, notre Assemblée votait une réforme de la formation professionnelle qui visait à réorienter la formation vers ceux qui en ont le plus besoin, et notamment les demandeurs d'emploi. Pour cela, et à l'initiative des partenaires sociaux, la loi a mis en place 2 outils nouveaux, le Conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation. Et d'ailleurs, celui-là semble être une réussite puisque les résultats à la fin de l'année 2015 en attestent. Ainsi, 165 000 demandeurs d'emploi et 47 000 salariés ont pu bénéficier d'une formation dans le cadre du CPF, malgré, il faut le reconnaître, une quasi-absence de campagne d'information du gouvernement sur le sujet. En fin d'année dernière, et puis il les a précisés le 18 janvier, le président de la République a annoncé un plan ambitieux de formation des demandeurs d'emploi visant à former sur l'année 1 million de demandeurs d'emploi, mais sans faire référence justement à ces 2 outils et évoquant uniquement le dépassement finalement du CPF dans le cadre du compte personnel d'activité. Alors on peut s'interroger, Madame la Ministre, sur l'évaluation que vous faites du CPF et ce que vous en attendez. Quelles évolutions vous paraissent nécessaires? Imaginez-vous travailler à une amélioration du système des listes, peut-être en y incorporant notamment le bilan de compétences? Et puis, pensez-vous pouvoir universaliser ce compte personnel de formation, comme c'était prévu dans la loi, en l'étendant aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants? Enfin, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire, dans le cadre de ce plan de formation de 500 000 demandeurs d'emploi, d'améliorer l'accompagnement, l'accès à la formation, c'est-à-dire les dispositifs d'orientation, d'accompagnement et de prescription de formation? Pour le dire clairement, ne faut-il pas mettre des moyens supplémentaires pour que le Conseil en évolution professionnelle se développe et devienne un véritable outil d'accompagnement des demandeurs d'emploi? Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député Jean-Patrick Gille. Vous l'avez dit concernant le CPF. En termes de résultats chiffrés, le bilan est très encourageant puisque de juillet à décembre 2015, on est passé de 20 800 dossiers à 212 000 dossiers validés. À la fin février, nous avons déjà atteint 280 000 dossiers validés. Et en effet, la formation s'est orientée vers les demandeurs d'emploi puisque 8 dossiers sur 10 émanent de demandeurs d'emploi. Ça veut dire qu'il faut maintenant aussi beaucoup mieux informer l'ensemble des entreprises, l'ensemble des salariés pour qu'ils ouvrent aussi leur CPF. Et ça me semble essentiel. De ce point de vue-là, nous avons en effet des pistes d'amélioration En termes de qualité des formations, les résultats sont également au rendez-vous. La durée moyenne d'une formation est de 556 heures pour les demandeurs d'emploi et de 150 heures pour les salariés. Enfin, le top 10 des formations réalisées nous donne des signaux particulièrement positifs. L'acquisition du socle de compétences arrive en première position et 5 formations certifiantes, par exemple aide-soignant, cariste d'entrepôt, assistant de vie aux familles. Cela signifie que l'on a atteint là nos objectifs, toucher les personnes les moins qualifiées, et cela signifie leur permettre d'acquérir une certification et enfin leur donner un ticket d'entrée sur le marché du travail. Les pistes d'amélioration. Bien sûr que le plan
de formation de 1 million de demandeurs d'emploi va se faire en cohérence avec le CPF. Je partage votre analyse sur le conseil en évolution professionnelle. Nous devons améliorer les choses de ce point de vue-là. Je partage également qu'il nous faut, à mes yeux, impérativement veiller à ne pas, au sein s'agissant des cartes éligibles au CPF, nous devons veiller à ce qu'il y ait une meilleure cohérence, une plus grande rapidité. J'ai vu M. Janin du COPANEF la semaine dernière pour évoquer ce point entre les listes régionales, entre les listes nationales. Nous voyons bien qu'il faut que nous améliorons beaucoup plus les choses. Donc vous voyez, nous avons en effet des pistes d'amélioration, mais le plan d'1 million de demandes d'emploi se fera en cohérence. Merci Madame la Ministre. Monsieur Gérard Sebaoun, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur une question sensible qui est celle de la santé des demandeurs d'emploi salariés. Et vous savez que cette question ne touche pas seulement les salariés, mais aussi les professions non salariées et les agriculteurs aujourd'hui en cessation d'activité ou en difficulté. Selon une étude importante épidémiologique de l'INSERM qui a donné lieu à une publication internationale portant sur 6 000 volontaires âgés de 35 à 64 ans, il existe une surmortalité chez les chômeurs presque 3 fois supérieure à celle des non-chômeurs. Et le chômage serait responsable de 10 à 20 000 décès par an dans notre pays. Une autre étude de l'INSERM toujours met en évidence une corrélation entre augmentation moyenne du taux de suicide et augmentation du taux de chômage, nettement plus marquée chez les hommes de 25 à 49 ans. Plus récemment encore, une étude de la DARES, présentée par 2 universitaires, pointait qu'au-delà de 6 mois de chômage, et spécifiquement chez les hommes, à partir de 40 ans, existait un triple effet sur la santé mentale de ceux-ci. Un effet psychologique direct qu'on peut comprendre, un effet revenu avec renoncement aux soins et un risque de destruction, je cite le rapport, du capital social. D'où la nécessité d'avoir la pratique de politiques actives de l'emploi. Dans ses recommandations de 2012 sur la santé mentale et l'emploi, l'OCDE ne disait pas autre chose et préconisait un accompagnement psychologique ciblé sur les chômeurs. Il y a un an, le 10 février 2015, votre prédécesseur, François Rebsamen, présentait un plan de 20 mesures contre le chômage de longue durée, dont la possibilité renforcée de déclencher un bilan de santé chez un demandeur d'emploi dans le cadre de son accompagnement. Il a également confié une mission à l'IGAS sur le sujet. Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les actions entreprises depuis par le gouvernement sur cette question centrale? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci. Monsieur le député Gérard Sebaoun, vous rappelez avec raison un sombre constat. Le chômage de longue durée et les difficultés de santé se cumulent et s'alimentent mutuellement. Et bien évidemment, le gouvernement ne peut se satisfaire de cette situation, mais doit tout mettre en œuvre justement pour améliorer cette situation. D'ailleurs, j'ai souvent beaucoup d'échanges avec les associations représentant les demandeurs d'emploi, les chômeurs, que je réunis tous les 2 mois au sein de mon ministère, et nous évoquons aussi justement ces questions. Vous l'avez dit, début 2015, dans le cadre du plan Nouvelles Solutions face au chômage de longue durée, on a prévu de systématiser la possibilité de déclencher un bilan de santé du demandeur d'emploi dans le cadre de son accompagnement, quand cela semble nécessaire au regard de la situation de ce dernier. Ce dispositif est aujourd'hui piloté par Pôle emploi, qui a conclu un accord cadre avec le Centre technique d'appui et de formation des centres d'examen de santé. Celui-ci prévoit que, lorsque des questions de santé sont évoquées ou identifiées au cours d'un entretien entre un demandeur d'emploi et son conseiller, celui-ci peut, quelles que soient les modalités de l'accompagnant, lui proposer un rendez-vous personnalisé dans un centre d'examen de santé. Cet accord, qui est cadre au niveau national, est actuellement en cours de déploiement au niveau local. Plusieurs régions sont déjà engagées et proposent des bilans. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, la région Normandie, plus de 1700 demandeurs d'emploi de longue durée ont déjà bénéficié d'un examen de santé dans le cadre de ce partenariat. Saisi en juin 2015, l'IGAS travaille actuellement à des préconisations sur la prise en compte de la santé dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. J'ai moi-même participé à une rencontre à l'OCDE sur la question de la santé mentale. Soyez donc assurés, j'ai rappelé à l'IGAS encore la semaine dernière que je souhaiterais avoir très rapidement ces préconisations pour voir si, notamment dans le cadre de mon projet de loi, nous ne devons pas rajouter, puisque nous parlons de la médecine du travail. Il me semble essentiel que s'il y a des choses à améliorer, nous l'intégrerons dans le projet de loi s'il y a des besoins du domaine législatif. Merci Madame la Ministre. Monsieur Christophe Sirugue, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, un objectif de 500 000 contrats a été annoncé par Monsieur le Président de la République dans le cadre du plan formation.
Et on peut considérer qu'il s'agit là d'un effort extrêmement important et en même temps extrêmement utile, quand on sait le rapport qu'il y a entre le nombre de chômeurs de longue durée et le nombre de chômeurs qui ont peu ou pas de qualification. On sait également qu'un nombre d'entreprises non négligeables dans des domaines particulièrement importants, eux aussi, manquent de personnel qualifié. Et donc l'enjeu est un enjeu dont je redis qu'il est majeur. Mais comme il est majeur, j'ai 3 questions à vous poser, Madame la Ministre. D'abord, est-ce que les acteurs de la formation sont en mesure de relever ce défi? Parce que passer à ce stade important de nombre de contrats nécessite bien évidemment à la fois d'avoir le moyen de le faire, le suivi, l'accompagnement, et donc c'est un enjeu là aussi essentiel de qualité dans le suivi de ces différents contrats. Ma deuxième question, c'est que si on considère qu'il y a un défaut de qualification, les formations doivent donc être qualifiantes. Et elles doivent conduire à un emploi. Et comment être sûr que les bonnes orientations seront faites? Car là encore, on sait malheureusement qu'il peut y avoir des formations dont l'issue, en termes d'emploi, est une issue un peu aléatoire. Enfin, troisième question, c'est par rapport aux métiers qui vont être à l'issue de ces formations. Comment est-il envisagé de sélectionner ces métiers? Comment est-il envisagé de répondre à l'attente des entreprises qui nous font justement état de la difficile adéquation entre leur demande de personnel qualifié et l'absence de réponse en face de ces demandes? Voilà les questions sur lesquelles, Madame la Ministre, j'aimerais que vous nous donniez des précisions. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Christophe Sirugue, en effet, ce plan est ambitieux, puisqu'au total, ça fera près d'1 million de demandeurs d'emploi qui seront formés. Et nous ciblons en effet les demandeurs d'emploi les moins qualifiés, parce que nous avons près de 2 millions de demandeurs d'emploi qui n'ont pas le niveau bac, 680 000, qui ont un niveau inférieur au CAP. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de compétences, mais parfois la qualification peut leur permettre de trouver un emploi. Nous envisageons ce plan vraiment dans cette idée de parcours entre formation et emploi. Donc, quand vous m'interrogez bien sûr sur est-ce que les organismes de formation sont prêts, il me vient d'abord de vous dire que sur les 1 million de demandeurs d'emploi, ce que nous envisageons, c'est d'accompagner près de 50 000 personnes vers des contrats de professionnalisation, c'est d'accompagner entre 10 000 et 20 000 personnes avec la validation des acquis de l'expérience, c'est d'accompagner 70 000 personnes vers l'accompagnement à la création d'entreprises, et puis il y a les formations plus classiques que nous connaissons bien. Bien entendu, j'ai fait plusieurs rencontres, la première avec les OPCA, les branches professionnelles, pour voir quelles étaient les capacités de formation. J'ai une réunion très importante, une quadripartite entre les partenaires sociaux, les régions et l'État le 29 février prochain, avec bien sûr Clotilde Walter. Et l'enjeu, c'est que nous mettions d'accord à la fois sur les indicateurs, mais également que nous arrivions à occuper les places existantes dans des centres de formation où il y a de l'emploi derrière. Donc d'abord, saturer les places et les marchés existants, et puis après, développer d'autres possibilités. Alors, il est à noter que les régions ont affirmé un plein accord. Nous souhaitons bien évidemment déjà qu'elles ne fassent pas moins que ce qu'elles faisaient aujourd'hui en termes de formation et de demandeurs d'emploi. Et puis, nous sommes engagés à compenser financièrement toute dépense supplémentaire de la part des régions. Mais ça permet justement d'utiliser des plateaux techniques qui sont là et qui, justement, parfois, pouvaient rester vides. Deuxième question, est-ce que ces formations sont qualifiantes? Elles ne le seront pas toutes certaines parce que nous sommes parfois sur... ça dépend vraiment des publics et par rapport au métier. Je vous parle vraiment de parcours. Pour d'autres, elles seront qualifiantes bien évidemment. Acquérir un socle de connaissances, découverte d'un métier. Bon, je me dépêche parce que le temps est compté. Quels sont les métiers? Dernière question, quels sont les métiers? C'est essentiel. J'ai saisi l'ensemble des préfets, les directs, les DR, directeurs régionaux de Pôle emploi début janvier. Ils m'ont fait remonter fin janvier l'ensemble des besoins des entreprises qu'ils ont croisés avec les branches professionnelles, qu'ils ont croisés avec l'ensemble des services techniques des régions. Nous avons environ nous avons les métiers aujourd'hui où il y a des besoins sur tout le territoire national, les métiers identifiés région par région, au-delà de la transition énergétique, au-delà du numérique, l'aide au service à la personne, certains métiers de l'industrie, la vente, la maintenance ou encore la logistique. Et donc nous allons proposer des formations et la sécurité bien sûr. Nous allons proposer ces formations sur ces métiers-là. Merci Madame la Ministre. Nous revenons au groupe Les Républicains. Monsieur Frédéric Reiss, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre.
Vous nous dites restaurer la compétitivité des entreprises, soutenir les TPE et PME et que cela fonctionne. Malheureusement, le chômage reste au plus haut car la méthode Coué a des limites. J'en veux pour preuve le blues des petits entrepreneurs et le flop des contrats de génération. Artisans, commerçants ou agriculteurs prennent souvent des risques sur leur patrimoine personnel pour sauvegarder des emplois. Ils réduisent drastiquement leurs dépenses et parfois, pour sauver leur entreprise, ils renoncent à leurs revenus personnels au point de ne plus valider leur trimestre. Et que dire de l'imbroglio du RSI qui les déstabilise totalement. Alors le gouvernement offre sans grand succès des aides pour l'embauche d'un premier salarié ou d'un jeune originaire de Sus ou encore pour un contrat de génération que vient d'épingler la Cour des comptes, le qualifiant de classique contrat aidé, trop complexe à mettre en œuvre. 40 000 contrats de génération fin 2015 contre 220 000 espérés, c'est un échec. Et les quinquas au chômage attendent des réponses autres que des formations massives. Ne pourrait-on créer un service public des petites entreprises pour conseiller, orienter, aider ? Pour elles qui n'ont pas de service juridique, le suivi des lois et des droits est impossible. Elles ont une méconnaissance totale des aides et allègements possibles avec une évolution des réglementations imprévisibles et incompréhensibles. De plus, les normes en constante évolution sont souvent plus contraignantes que celles de nos voisins européens. Pourtant, parmi les chiffres publiés par l'INSEE sur les 12 derniers mois, il y en a un qui devrait vous réjouir, plus 28,6% de création d'entreprises individuelles, si on ne tient pas compte des moins 20% des micro-entrepreneurs. Ces nouvelles entreprises sauront-elles s'inscrire dans la durée en anticipant le coup d'assommoir des impôts et des charges qui tombent après la deuxième année ? Le gouvernement qui prône maintenant l'égalité réelle s'intéresse-t-il réellement aux petites entreprises, véritable creuset d'emplois ? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Frédéric Reiss, vous avez raison, pour un chef d'entreprise, une petite entreprise qui cumule souvent plusieurs fonctions, être DRH, être comptable, c'est particulièrement difficile quand on doit faire tourner sa boutique et qu'on doit justement faire remplir le carnet de commandes qui est quand même l'objectif premier. Bien évidemment, le droit du travail, mais quel code n'est pas complexe dans notre monde? Le droit du travail peut paraître complexe. Mais je crois que la première raison pour laquelle les chefs d'entreprise ne recrutent pas, c'est parce que le carnet de commandes est particulièrement vide. C'est quand même la première des raisons et il convient de le rappeler. Justement, il faut leur rendre plus lisibles les éléments qui sont au sein du droit du travail. C'est le sens du projet de loi sur lequel que je vous présenterai d'ici quelques semaines. Et nous avons prévu dans ce projet de loi, non pas dans ce qui est passé dans le Parisien, mais dans celui qui sera transmis au Conseil d'État, une disposition spécifique à ce sujet. Il s'agira de créer formellement un droit à l'information personnalisée et rapide des employeurs et des salariés des TPE et PME. Cette fonction, elle existe déjà. Elle est exercée par 500 agents répartis sur toute la France. Et sachez qu'en 2015, 870 000 demandes ont ainsi obtenu réponse. On voit bien qu'il y a énormément de demandes en la matière. En 2016, avec ma loi, cette fonction sera renforcée, elle sera rendue plus claire et accessible. Et ces missions seront aussi consacrées dans ma loi. Nous aurons donc l'occasion. Nous mettons en place de façon aussi parallèle un simulateur du coût de l'embauche. Nous l'avons présenté avec le Premier ministre il y a une semaine dans le cadre du Conseil de simplification où justement vous avez parlé des aides dans le cadre des ZFU, des ZRR, etc. qui permettra de mettre selon son métier, selon la taille de son entreprise, justement le coût d'une embauche. Les sujets tels que l'aide à l'embauche, donc les modalités de recours à l'activité réduite, les conditions de recours au contrat aidé donneront lieu à un premier niveau d'information et les entreprises pourront être mises en relation avec des services dédiés. Nous mettrons en place en plus une plateforme téléphonique. Merci Madame la Ministre. Monsieur Thierry Mariani, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, s'il y a un dispositif qui fait l'unanimité entre les jeunes, les entreprises et les politiques de gauche ou de droite, c'est le volontariat international en entreprise, les VIE, instauré en 2000 et géré administrativement par Business France. S'il est pourtant un dispositif qu'on peut améliorer, qu'on peut élargir, c'est aussi celui-là. Parce qu'encourager les expériences internationales et le développement professionnel à long terme, c'est un projet qui doit tous nous réunir. 3 remarques. Premièrement, force est de constater que 94% des cadres en recherche d'emploi se disent prêts à partir à l'étranger. Or, ce dispositif, les VIE, n'est pas accessible aux jeunes actifs de plus de 28 ans.
Il faudrait donc l'étendre, comme le soutient également ma collègue Jacky Deromedi au Sénat, l'étendre aux seniors et mettre en place un volontariat pour experts à l'international, ce qu'on pourrait appeler un VEPI. L'indemnisation mensuelle moyenne d'un cadre au chômage pouvant être estimée à 3 000 €, cette indemnisation serait avantageusement remplacée par une exonération de charges patronales pour une durée de 15 mois maximum au bénéfice de l'entreprise. Ainsi, le développement économique que connaissent différentes régions du monde pourrait être utilement exploité dans la lutte contre le chômage. Et Madame la Ministre, toutes les PME, PMI qui n'ont pas les moyens de se payer des gens à l'export pourraient trouver par ce moyen-là les moyens d'émerger à l'exportation. Deuxièmement, il semble opportun d'offrir des débouchés internationaux à des niveaux de formation non couverts aujourd'hui par le VIE et à des jeunes formés dans les métiers d'excellence reconnus hors de France. Je pense notamment à certaines filières d'apprentissage. Un élargissement du dispositif du VIE aux disciplines techniques ou professionnelles pourrait favoriser, par exemple, le développement de ces fameux contrats d'apprentissage à l'étranger, assimilables à un compagnonnage international. Et enfin, troisièmement, et pour finir, Madame la Ministre, il y avait dans le passé des aides minimes, mais qui étaient efficaces pour les chambres de commerce. Je pense par exemple à celle qui existait à Hong Kong, pour développer un service d'emploi dirigé vers les entreprises françaises à l'étranger pour les jeunes qui cherchaient un boulot. Très souvent, ces aides ont été supprimées. Très souvent, ces services d'emploi sont en péril. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pouvoir les rétablir et de faire en sorte que le ministère s'intéresse aussi à ces chambres de commerce qui sont un excellent relais à l'étranger? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Thierry Mariani, vous avez raison de souligner l'attractivité du dispositif VIE. La mobilité favorise l'ouverture sur le monde. Elle est aussi un moyen d'accompagner les jeunes dans la définition de leurs projets personnels et professionnels et les aide à acquérir des compétences qui pourront leur être utiles dans le cadre de leur parcours. Je ne connais pas le dispositif dont vous avez parlé sur les chambres des métiers et les chambres d'industrie à l'instant. Sachez par ailleurs que moi je travaille sur certains projets, notamment de coopération entre Pôle emploi et l'agence Pôle emploi allemande. Et d'ailleurs, je serai vendredi à Berlin pour favoriser la mobilité des apprentis, pour essayer de définir un programme d'Erasmus Pro, mais aussi pour travailler sur l'accueil des Français lorsqu'ils vont chercher de l'emploi en Allemagne. Et donc, je suis tout à fait ouverte à ce que nous puissions développer ce type de partenariat. Le gouvernement a fixé l'objectif inscrit dans le COP de la Business France d'atteindre 10 000 VIE en poste à l'horizon 2017. Vous dressez le constat, et nous le partageons, de la concentration, c'est-à-dire du recrutement de VIE diplômés, notamment à Bac+5. Face à cela, un dispositif VIE Pro a été lancé en novembre 2013. Il vise à rendre le programme plus accessible aux jeunes moins diplômés, inscrits dans un cursus de licence professionnelle. Il est vrai que les résultats à ce jour ne sont pas vraiment au rendez-vous et nous le regrettons parce qu'il y a une cinquantaine de jeunes qui sont partis à ce jour. Une expertise est actuellement menée par la DG Trésor afin de proposer des pistes d'amélioration du dispositif pour favoriser la rencontre entre l'offre et la demande de VIE Pro. Il pourrait être envisagé de faire évoluer le dispositif initial pour mieux répondre aux besoins des entreprises en ciblant de nouvelles filières, par exemple l'aéronautique, l'informatique ou le génie mécanique. Nous devons également promouvoir beaucoup plus, et ça j'y tiens beaucoup, des filières technologiques ou techniques. Concernant l'âge de la mobilité, il est également à voir si cette piste sera retenue. Il n'en demeure pas moins que certains freins devraient persister, comme le niveau de langue étrangère pour des cursus technologiques moins bien préparés, mais nous pouvons tout à fait développer des cursus spécifiques dans ce cadre-là. Mais je vous invite donc à poursuivre ces discussions, notamment avec mon collègue Matthias Fekl, qui, je sais, est très engagé sur l'accessibilité du plus grand nombre à la mobilité. Merci Madame la Ministre. Monsieur Frédéric Lefebvre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais évoquer à nouveau dans cet hémicycle, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, la nécessité, je crois, aujourd'hui extrêmement urgente de se mettre autour de la table sur tous les bancs de cette Assemblée, la droite et la gauche, pour essayer de définir un certain nombre de priorités en matière d'emploi. Il y a ici un certain nombre de sujets qui ont été évoqués sur l'apprentissage, par exemple, notre collègue Bernard Perru. De la même façon, Thierry Mariani vient de le faire sur les VIE, Frédéric Reiss l'avait fait à l'instant sur les TPE. Beaucoup de sujets sur lesquels, y compris sur ces bancs, on peut parfaitement se mettre autour de la table, enrichir des dispositifs qui sont aujourd'hui prévus par le gouvernement. D'ailleurs, je me félicite que le Premier ministre ait pris l'initiative de réunir les présidents de région pour essayer d'additionner nos forces. Simplement, je regrette, comme je le demande depuis des mois,
et ça aurait été, je pense, et peut-être qu'il n'est encore pas trop tard, mais ça aurait été, je pense, enrichissant pour le gouvernement comme pour le Parlement, en prévision du texte que vous allez défendre dans quelques semaines, que nous puissions organiser ce Grenelle de l'emploi que j'appelle de mes voeux. Il y a ici moi-même j'ai été rapporteur du budget de l'emploi par le passé à la Commission des finances. Xavier Bertrand, qui lui-même a montré qu'il était tout à fait prêt à travailler, vous le savez, assumer des fonctions identiques aux vôtres. De la même façon, Jean-Pierre Raffarin, au Sénat, a dit combien il était urgent de se mettre autour de la table et de travailler. Je voudrais comprendre pourquoi, aujourd'hui, nous ne changeons pas de logiciel. Vous avez vu les élections, les résultats des dernières élections régionales. 33 millions d'électeurs ont refusé ce débat droite-gauche permanent pour demander qu'enfin on réagisse. Quand est-ce que le gouvernement va accepter cette main tendue et quand est-ce qu'on va se mettre autour de la table pour travailler concrètement pour nos compatriotes sur ces questions? Pas avec le système habituel des textes qui arrivent et qu'on amende en commission et on se retrouve ici à déposer des amendements qui sont souvent refusés, mais vraiment avec la volonté de nous additionner. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Frédéric Lefebvre, avant de venir au revenu universel, je voudrais réagir par rapport à votre propos à l'instant. Nous avons en effet invité l'ensemble des présidents de région parce qu'il nous semblait important, sur la formation, sur l'apprentissage, sur l'emploi, d'avoir une politique cohérente. Et au moment où l'État posait 1 milliard d'euros sur la table pour mieux faire, pour accélérer les créations d'emplois, il était légitime de se retrouver avec l'ensemble des présidents de région. Tous ne sont pas venus, mais ils sont presque tous venus. Et c'est là l'essentiel. Et donc, nous allons poursuivre ce travail dans le respect, avec des indicateurs, en se mettant d'accord sur une manière d'évaluer ensemble. Et je crois qu'en effet, il y a, sur le plan local, des besoins des entreprises, il y a des compétences qu'il faut respecter, celles des régions, celles qui leur ont été données à travers la loi NOTRe, et il faut continuer, bien sûr, dans ce cadre-là. Moi, je l'ai dit, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à certains députés ici sur ces bancs, dans le cadre de la loi que je vais présenter d'ici quelques semaines, je suis tout à fait ouverte à rencontrer l'ensemble des parlementaires intéressés par le sujet pour les aborder. J'ai mené toutes les concertations et les partenaires sociaux. J'en ai encore une ou deux d'ici la fin de la semaine. Mais je crois essentiel, bien sûr, de pouvoir informer et que ce ne soit pas à travers des journaux, surtout quand ce n'est pas le bon projet de loi qui soit diffusé. S'agissant du revenu universel, moi je crois que, en effet, cette question dépasse vraiment l'intérêt de nombreuses personnes. Dans le rapport que m'a remis le Conseil national du numérique début janvier, ce qui pose la question de la création du revenu de base, bien sûr, et je l'ai déjà dit, l'idée est séduisante, et vous l'avez dit. Mais la création d'un tel revenu comporte des enjeux très lourds. Et ces enjeux, ils concernent bien sûr notre modèle social, ils sont aussi financiers. On ne va pas le nier. Et si nous prenons ce projet au sérieux, son financement, nous devons veiller vraiment à l'articulation et l'impact aussi que cela aurait sur notre mécanisme de protection sociale, nos mécanismes de solidarité, tout comme notre fiscalité. Il faut être vigilant pour que cette idée n'ouvre pas la voie non plus à une protection sociale à 2 vitesses, avec un filet de sécurité minimale pour les uns et des fonds de pension pour les autres. Donc je suis ouverte à l'idée, mais il faut bien sûr continuer à travailler dans ce cadre-là. Et puis, j'ai proposé dans une précédente question, je sais, voilà, le temps est passé. Pour moi, la réflexion, elle doit se poursuivre et cela pourra faire partie des travaux qui sont menés par votre collègue Christophe Sirugue, que lui a confié le Premier ministre sur les minima sociaux. Ça peut être aussi l'occasion d'avoir des échanges sur le revenu universel. Merci Madame la Ministre. Nous en revenons au groupe socialiste républicain et citoyen. Monsieur Michel Lipgod, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En 2013, dans le cadre d'un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, le gouvernement a choisi d'agir pour prévenir le risque d'exclusion des jeunes en leur proposant un dispositif original soutenu par la Commission européenne, la garantie jeunes. Un accompagnement renforcé vers l'emploi, une allocation pour s'installer dans la vie active. Sur le plan quantitatif, le dispositif se déploie conformément aux objectifs que le gouvernement avait fixés, 50 000 jeunes fin 2015 et 150 000 d'ici 2017. Au 31 décembre 2015, 72 départements déployaient déjà la garantie jeunes dans 273 missions locales. Je ne peux à cet égard que regretter
que certains départements ne le fassent pas, la Moselle par exemple, dont je suis issu. 46 000 jeunes étaient entrés en garantie jeunes depuis le début du dispositif. 35 000 étaient en cours d'accompagnement. Sur un plan qualitatif, nous avons déjà quelques retours sur leur profil. 95% sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation. Près de 80% sont très peu qualifiés ou n'ont aucun diplôme. 21% résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, qui, je le rappelle, sont composés de 18% de jeunes, soit peu ou prou le pourcentage de jeunes en QPV. Concernés par le Civis, ils étaient 25%. 18% n'étaient pas connus des missions locales. Près de 83% des jeunes accompagnés depuis plus de 2 mois en garantie jeune ont une ou plusieurs expériences professionnelles. Avez-vous plus de précisions sur les effets du dispositif sur la trajectoire des jeunes concernés? Et par ailleurs, lors d'une session du contrôle parlementaire en juin 2015, votre prédécesseur évoquait la mise en place d'un comité scientifique pour affiner le profil des jeunes décrocheurs. Enfin, le ministère devait travailler avec le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sur les conditions de mise en œuvre de la garantie jeune en vue de le simplifier et d'améliorer les modalités de gestion liées à la procédure du Fonds social européen. Quel retour pouvez-vous nous faire sur ces deux aspects? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Le député Michel Lipgott, vous l'avez rappelé, et moi je crois beaucoup à la garantie jeune. J'ai été secrétaire d'État à la politique de la ville, j'ai été lancé le dispositif dans de nombreuses missions locales, 21% sur l'année 2015, 30% comme objectif en 2016 de jeunes issus des quartiers populaires au sein de la garantie jeune. 19 nouveaux départements déploieront la garantie jeune en 2016, s'ajoutant donc aux 72 départements déjà engagés. Donc il y aura près de 91 départements engagés dans la garantie jeune, près de 80% des missions locales. Et fin 2016, ils seront 100 000 jeunes à être dans le dispositif. Nous avons bien sûr ciblé, vous l'avez dit, les jeunes les plus fragiles, et je travaille avec Patrick Kanner pour la montée en charge justement de ce dispositif, avec cette exigence de qualité qui marque ce dispositif. Elle cible bien les jeunes qui ne sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation. 95% de ce qu'on appelle les NEET. Et qui présentent en effet des vulnérabilités, des risques d'exclusion sociale. Donc nous nous adressons aux jeunes qui en ont le plus besoin, en leur proposant bien sûr l'accompagnement intensif sur mesure et basé sur la logique de l'emploi d'abord, avec une multiplicité d'expériences professionnelles. Et je souhaite également créer des ponts vers l'apprentissage qui est encore insuffisamment fait aujourd'hui. Le comité scientifique que vous mentionnez travaille actuellement à une évaluation du dispositif. Un rapport détaillé me sera remis en juin. J'inviterai l'ensemble des parlementaires intéressés, si vous le souhaitez, dans ce cadre-là. Vous évoquez également une question récurrente à laquelle je suis particulièrement attentive, celle de l'accessibilité du dispositif, ce qui passe par la simplification des procédures. Je le dis notamment, j'ai rencontré le Comité national de lutte contre l'exclusion. Pour beaucoup de jeunes qui sont en CHRS, les formalités, notamment administratives, doivent se faire a posteriori, après l'entrée. Ils ne doivent pas être des freins à l'entrée. Les exigences, bien sûr, liées au financement européen, peuvent être lourdes, nous le savons, mais nous améliorons constamment le dispositif avec le service public de l'emploi et les missions locales. Et puis, je voudrais juste ici rappeler que la garantie jeune, elle repose sur un partenariat fort au niveau local, avec les entreprises, avec tous les services publics, avec les collectivités. Et je crois que c'est ça qui fait sa réussite. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Denis Robillard, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Depuis bientôt 4 ans, les gouvernements successifs montrent qu'ils pensent que le droit du travail est important pour le marché du travail. L'effort a d'abord été demandé aux partenaires sociaux avec les grandes conférences sociales et il a été donné suite aux accords nationaux interprofessionnels conclus avec la loi sur la sécurisation de l'emploi et celle sur la réforme de la formation professionnelle et sur la démocratie sociale. Le gouvernement a aussi pris ses responsabilités en l'absence d'accord avec la loi de votre prédécesseur, M. Rebsamen. Vous entendez poursuivre cet effort puisque vous préparez un projet de loi qui vient d'être transmis au Conseil d'État et devrait être adopté par le Conseil des ministres du 9 mars. J'ai noté que le texte mis en ligne ce matin par Le Parisien n'était pas le texte transmis au Conseil d'État. Je ne saurais trop attirer votre attention sur le risque qu'il y a que les effets du texte diffusé aient un effet de réalité quand bien même ils ne correspondent pas à la réalité. Alors, je n'entends pas aller plus loin sur ce projet car faire l'économie de sa lecture et de son analyse serait prendre le risque de siéger au Café du Commerce. Travailler sur le droit ne suffit pas. Les dispositifs permettant son effectivité ont également été améliorés. Je pense d'abord à l'inspection du travail et je pense également au Conseil des prud'hommes.
S'agissant de l'inspection du travail, sa restructuration est intervenue par voie réglementaire et vous nous avez dit hier, dans le cadre de la mission de suivi de la loi Macron, que l'ordonnance était prête et ferait l'objet des consultations nécessaires et légales. S'agissant du Conseil des prud'hommes, nous l'avons réformé dans la loi du 6 août 2015 et le décret procédure a été soumis très récemment au Conseil d'État, de sorte que la réforme dans sa globalité pourrait intervenir. Mais il y a aussi une question de moyens. Question de moyens s'agissant de l'inspection du travail, parce qu'il y a 2200 agents de contrôle pour 1 200 000 employeurs. Et que, de ce point de vue, la connaissance des effectifs et de leur évolution me paraîtrait importante et précieuse. Et par ailleurs, en ce qui concerne la qualité de notre justice, là encore, on a des problèmes de moyens, même si ça ne dépend pas de votre ministère, évidemment, mais le délai moyen de départage est de 14,7 mois quand la loi le fixe à 1 mois. Alors je termine en disant que le droit du travail ne se limite pas à la politique de l'emploi, mais il en participe. D'aucuns soutiennent que la diminution des droits des salariés faciliterait les embauches. Je voulais, Madame la Ministre, connaître votre analyse. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Denis Robillard, pour répondre à votre dernière question, sachez qu'il n'y a aucun recul dans ma loi en matière de droits des salariés. Il y a même des droits nouveaux, comme le compte personnel d'activité, comme le droit à la déconnexion. Mais il y a en effet un changement radical de philosophie qui vise justement à laisser plus de place à la négociation collective. Mais s'agissant des normes supplétives, c'est celle qu'il y a actuellement dans l'état du droit. Et on peut, en effet, à travers l'accord majoritaire, y déroger, mais ceci avec un accord à 50%. Et de ce point de vue-là, ça m'apparaît être essentiel. Sur l'inspection du travail, pour faire face aux évolutions de notre économie, aux mutations des entreprises et du marché du travail, il était en effet indispensable de réformer l'inspection du travail et qu'elle évolue dans ses organisations, ses modalités d'intervention. C'est le sens de la réforme de l'inspection du travail qui a été engagée depuis 2012. La Cour des comptes, encore récemment, vient d'en rappeler la pertinence en appelant le gouvernement à la mener à son terme avec détermination. La nouvelle organisation, en effet, a permis la création du groupe national de veille, d'appui et de contrôle, des unités des URACTI et des réseaux régionaux des risques particuliers. Elle permet des interventions de l'inspection du travail plus collectives, mieux coordonnées autour des enjeux de protection des salariés qui sont essentiels, en effet, et qui doivent être toujours rappelés. Les résultats en termes de contrôle, par exemple, s'agissant de la fraude au détachement, qui est une érosion de notre modèle social et qui est des conditions parfois d'insalubrité, d'indignité pour les travailleurs européens qui peuvent venir sur notre pays, attestent justement la pertinence de ces choix en matière de réorganisation. Elle s'appuie aussi sur des pouvoirs renouvelés du système d'inspection du travail. Et c'est l'objet de l'habilitation à agir qui avait été, par ordonnance, donnée par la loi Croissance et Activité. Et sa ratification devrait intervenir à l'occasion de l'examen de mon projet de loi que je vous présenterai le mois prochain. Elle reprend d'ailleurs substantiellement les dispositions de votre proposition de loi avec 2 axes majeurs: l'amélioration des moyens d'intervention de l'inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et l'adaptation des dispositifs de sanctions pour des réponses plus rapides et efficaces, avec notamment des sanctions administratives renforcées et des sanctions pénales modernisées, permettant un traitement judiciaire plus efficace. Ces pouvoirs combinés à la nouvelle organisation feront un enjeu pour moi fort de préservation de notre modèle social. Et ils doivent bien sûr s'améliorer d'un suivi de l'activité de l'ensemble des inspecteurs du travail. Et c'est un nouveau système d'information que nous sommes en train de mettre en place. Et je tiens à ce qu'il puisse être mis en place jusqu'au bout. Merci Madame la Ministre. Dernière question de Monsieur Lionel Tardy pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, ma question porte sur le bilan désastreux des contrats de génération. Nous sommes tous opposés dès le début à ces contrats créés par la loi du 1er mars 2013 et qui ne sont ni plus ni moins qu'une forme hybride de contrat aidé. Dans son rapport annuel présenté ici même la semaine dernière, la Cour des comptes parle d'échec. Fin juillet 2015, seulement 40 300 contrats de génération avaient été signés, alors que 220 000 contrats étaient attendus pour un objectif initial, rappelons-le, du gouvernement qui était de 500 000 contrats en 2017. La Cour des comptes recommande purement et simplement de mettre fin au dispositif. Le but premier de ces contrats de génération était la baisse du chômage. Or, les sages parlent d'un effet négligeable sur l'emploi.
Le seul point positif de cet échec est que le coût de cette mesure sera inférieur à ce qui était prévu, mais tout de même, ce sont 480 millions d'euros par an qui auraient pu être économisés si vous aviez écouté nos inquiétudes sur l'inefficacité et la complexité de ces contrats pour les entreprises. La réponse que vous avez faite au rapport de la Cour des comptes, Madame la Ministre, est tout bonnement ahurissante. Je ne vois pas en quoi ces contrats auraient, comme vous le dites, redynamisé le dialogue social. On apprend aussi de vos propos qu'ils auraient permis de créer, je cite, un cadre global de réflexion pour permettre à la politique de gestion des ressources humaines d'aborder de façon plus cohérente les questions des agents d'entreprise et des parcours professionnels. Très honnêtement, à 480 millions d'euros par an, avec toute cette énergie dépensée pour rien, reconnaissez que cela fait cher le cadre global de réflexion. La première étape d'un état d'urgence économique que nous appelons de nos voeux sur ces bancs de l'hémicycle serait d'enfin comprendre que les contrats aidés, les emplois subventionnés par l'État, ça ne marche pas. Ces solutions de court terme pénalisent les employés qui les signent, creusent le déficit et n'ont pas d'effet durable et significatif sur le chômage massif qui restera malheureusement la marque de fabrique du quinquennat de François Hollande. Alors ma question est simple. Madame la Ministre, comptez-vous enfin mettre fin à ces contrats de génération ? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Lionel Tardy, déjà permettez-moi une petite remarque sur les contrats aidés. Vous savez, les contrats aidés, lorsqu'ils sont mis en œuvre sur une durée de contrat assez longue, quand ils sont accompagnés d'un taux de formation et que nous ciblons les bons publics en cette direction, on ne peut pas dire qu'ils ne servent à rien. Nous sommes passés de 9% de personnes en situation de handicap qui étaient en contrat aidé à 15%. Ces personnes n'arrivent pas à trouver d'emploi. Elles ont une utilité parce qu'elles font des vrais métiers dans ce cadre-là. Elles ont un taux de formation. Et puis, par ailleurs, permettez-moi de vous dire que le record des contrats aidés, c'était en 97, c'était sous votre gouvernement et c'était 850 000. On n'en est absolument pas là. S'agissant, et pour revenir au contrat de génération, je me permets ici de rappeler, quel est l'objectif du contrat de génération ? Il a pour objectif d'engager les entreprises à organiser justement la transmission des compétences dans un contexte important de renouvellement de la population active d'ici 2020. Donc, il repose sur une logique pragmatique qui consiste à s'adapter à la taille des entreprises. En effet, elles n'ont pas toutes les mêmes leviers en matière d'emploi, elles n'ont pas toutes les mêmes capacités non plus de négociation. Et oui, 2 ans après la loi du 1er mars, le contrat de génération s'impose dans certaines entreprises comme un dispositif structurant et il a donné un nouvel élan à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les chiffres sont plus encourageants que ceux qui sont au sein du rapport de la Cour des comptes. Avec 60 000 contrats, ce sont environ 120 000 contrats créés ou préservés. Mais je rappelle que ces chiffres recouvrent les entreprises de moins de 300, c'est-à-dire là où il y a une aide. Les accords d'entreprise et de branche conclus dans le cadre du contrat de génération couvrent aujourd'hui près de 9 millions de salariés. Et il y a des engagements sur près de 100 000 embauches de jeunes en CDI, le maintien en emploi de près de 290 000 salariés âgés, auxquels s'ajoutent près de 12 000 embauches de seniors sur les 3 prochaines années. La Cour note, et vous le dites, en effet que le nombre de contrats se situe en deçà des objectifs initiaux du dispositif. Mais il ne s'agissait pas d'objectifs, il s'agissait d'une évaluation a priori de la montée en charge. Et je l'ai mentionné en effet dans mon rapport. Pourquoi ? Parce que l'étude d'impact de la loi avait expressément relevé l'incertitude compte tenu du fait qu'il n'existait pas de dispositif similaire mis en œuvre par le passé, ni en France, ni à l'étranger. Donc l'objectif du contrat de génération demeure. Peut-être qu'il y a encore trop de lourdeur, et pour cela, je suis prête à y travailler, mais vous ne pouvez pas nous reprocher cette approche. Je trouve que c'est une approche qui est importante, et moi-même, je valorise les entreprises qui sont engagées dans cette voie, parce que ça permet cette transmission générationnelle. Merci Madame la Ministre. La séance de questions est terminée. Prochaine séance demain à 9h30 avec les questions orales sans débat. La séance est levée.